Unification du pays, réforme institutionnelle, voilà les mots-clés de la toute première adresse à la nation du président de la République par intérim, Djankouda Traoré. Un discours qu'il prononce 48 heures après son retour au pays. Vous l'entendrez dans un instant. Aménagé à plus de 4 milliards de francs CFA, le Djafaranakos se détériore. Ce cours d'eau long de 7 km et qui traverse 11 quartiers de la capitale sert actuellement de dépotoir et de déversoir des ordures pour une partie des populations riveraines. C'est le dossier de la rédaction ce soir. Nous sommes dimanche 29 juillet. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bonsoir à tous. Le président de la République par intérim, professeur Djankouda Traoré, 48 heures seulement après son retour au pays, a tenu à s'adresser à la nation ce soir. Dans son discours, il réitère sa disponibilité à unir le pays aujourd'hui déchiré de toutes parts. Pour cela, le chef de l'État formule des propositions de réforme institutionnelle visant à régler définitivement la crise politico-sécuritaire actuelle. Nous l'écoutons. Chers compatriotes, vous comprendrez, j'en suis sûr, que je commence par rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant, qui, dans sa mansuétude infinie, me donne en cet instant le privilège de pouvoir m'adresser à vous. Après le triste épisode du 21 mai, où, au-delà de ma modeste personne, il a été porté un coup de plus à nos valeurs et à notre société. Je l'ai déjà dit, et je le répète aujourd'hui, ma vie n'est rien à côté du Mali. Et à mes agresseurs, je réitère mon pardon. Je pardonne pour le Mali. Je pardonne au nom du Mali, car le Mali a besoin de toute son énergie. Le Mali a besoin de tous ses enfants pour se remettre debout. Aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut être à la hauteur de nos ambitions et de l'histoire. Et pour cela, nous devons avoir le sens de la magnanimité et celui du dialogue. Permettez-moi donc, mes chers compatriotes, de vous inviter une fois de plus, toutes et tous, à vous pardonner les uns les autres, surtout en ce mois béni du Ramadan, que je souhaite à la fois apaisant et apaisé pour toutes nos communautés, toutes nos confessions, et aussi au cœur d'un hivernage que je désire satisfaisant pour nos producteurs agricoles. Mes chers compatriotes, je n'ai d'autre combat que le vôtre pour une vie libre, sereine
digne et prospère. Oui. Je dis avec fierté aujourd'hui que je n'ai jamais triché avec ce pays, jamais pris la part de l'autre, jamais violé ni les principes, ni les normes, ni le consensus auquel je suis parti, ni mes convictions pour la démocratie, la justice et la solidarité. Telles sont mes valeurs et mes convictions, telles elles resteront. Mes chers compatriotes, nous sommes à un tournant capital de l'évolution du Mali en tant qu'État, en tant que nation, en tant que peuple. Je demeure convaincu, loin du pessimisme qui pourrait gagner quelques-uns d'entre nous, que les défis qui sont aujourd'hui ceux de notre pays peuvent être relevés. Le Mali ne s'effondrera pas, malgré les rudes coups qu'il a reçus. Le Mali se redressera encore plus fier, encore plus solide, parce que la nation malienne est une grande nation. Une nation grande de chacune de ces communautés des régions de Kaye, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Gao, Tombouctou, Kidal et le district de Bamako. L'action isolée de quelques-uns de ces enfants, momentanément égarés, est celle de ceux qui n'aiment pas assez ce grand pays pour oublier un peu leur personne, ne doivent pas occulter l'atout majeur que nous avons, celui d'avoir une majorité saine. Des hommes et des femmes qui travaillent sous le soleil et sous la pluie et sur lesquels nous pouvons compter à tout moment. Le Mali ne s'effondrera pas parce que fort de son passé, protégé par son histoire et fier de ses cultures qui ont contribué à la civilisation de l'universel et qui ont donné Tombouctou, Djenné et Sanga au monde. Enfin, le Mali ne s'effondrera pas parce qu'il n'est pas seul. Il ne saurait être seul pour avoir été de tous les combats pour la libération et le rayonnement de l'Afrique, pour le développement et la démocratie dans le monde. Mes chers compatriotes, nous devons rester ouverts à tous les souffles. Nous qui avons offert notre solidarité quand d'autres en avaient besoin, aussi bien en Afrique qu'ailleurs, nous devons comprendre et apprécier à sa juste valeur le formidable élan de solidarité qui s'est manifesté pour la préservation de notre intégrité territoriale et la sauvegarde de notre démocratie. À cet égard, la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies et nos partenaires bilatéraux et multilatéraux ne sauraient être nos ennemis. Ce sont au contraire des mains amies qui nous sont tendues, soucieuses de nos problèmes internes certes, mais aussi des menaces qu'en ce moment le Mali, jadis porteur de paix, représente pour la sécurité de la sous-région, de l'Afrique et du monde. Nous devons, et justement pour reconquérir notre souveraineté totale, accepter cette solidarité, car elle découle du contrat qu'ont signé entre eux les pays candidats à la communauté des démocraties. Nous n'oublierons jamais, dans ce partenariat, ce qui fait l'identité du Mali et ce que doit être son apport et surtout ce qui doit relever de sa seule et unique compétence. En revanche, nous nous devons d'éviter les débats qui nous mettent en deçà de l'histoire et qui portent à terme un lourd préjudice à ce pays que nous avons en partage. Mes chers compatriotes, chacun et chacune d'entre nous a une dette envers le Mali. Il est grand temps pour chacun et chacune d'entre nous de payer une petite part de cette dette,
de payer ne serait-ce qu'une toute petite part. Ce n'est pas demander l'impossible. Il s'agit ici d'une idée, là de sincérité, ici de solidarité, là de détermination, pour ensemble arriver à proposer les justes réponses aux défis du jour et aux bégaiements de l'histoire. Aucune des épreuves que nous connaissons depuis le début de l'année n'est une fatalité pour une terre de solidarité, d'indulgence, de sacrifice et de dignité. Nous avons été la terre de ces valeurs fortes. Nous n'avons pas d'autre choix que de redevenir cette terre de valeurs fortes. C'est là le seul moyen de mériter de nos illustres devanciers dont l'action prévoyante nous a permis d'être ensemble aujourd'hui et de constituer le Mali. Je pense à Kayamagan Sissé, à Soundiata Keïta, à Soni Alibert, à Askia Mohamed, Damonzon, Piton Koulibaly, Sekou Amadou, Babemba, Tcheba, Elhadji Martal, Samori Touré, Firoun Aguel-Ansar, Mamadou Konaté, Modibo Keïta, ainsi que tous leurs compagnons. Nous devons mériter d'eux, dans l'épreuve qui est aujourd'hui la nôtre, dont nous devons tirer toutes les leçons, mais que nous devons surmonter en sachant que les urgences et les contingences nous enlèvent désormais tout droit aux atermoiements et à l'erreur. Le Mali est la somme de nos différences et de notre diversité, de nos qualités et de nos intelligences, de nos connaissances et de nos compétences, la somme de notre être physique et moral. Il est donc nécessairement beaucoup plus que chacun d'entre nous. Il est donc forcément au-dessus de chacun d'entre nous. Or, le 17 janvier 2012, date des premières attaques perpétrées contre notre souveraineté nationale et notre intégrité territoriale par des mouvements armés, du 17 janvier à nos jours riches, il n'y a eu aucun répit dans le processus de désintégration de notre pays. Le Mali coupé en deux. Les images de personnes déplacées avec leurs baluchons sur la tête, des femmes harassées tenant par la main leurs enfants apeurés, des vieilles personnes décharnées se traînant le long des axes routiers, nos populations et nos villes martyrisées, Tombouctou profané et nos patrimoines culturels détruits. Bref, ces images de la détresse humaine que nous avions l'habitude de voir à la télévision ne sont plus virtuelles. Elles sont devenues aujourd'hui la réalité malienne, une réalité qui nous rappelle cruellement que ce n'est pas qu'aux autres que cela arrive. Au regard de la complexité de cette crise et la profondeur de la détresse dans laquelle sont plongées nos populations du Nord, mais aussi tous leurs concitoyens du reste du pays, il est impérieux qu'en tant qu'acteurs nationaux, en tant que patriotes, en tant que démocrates, nous dégagions ensemble, je dis bien ensemble, la voie à suivre pour libérer notre pays de tous ces envahisseurs qui sèment dans leur sillage désolation, déchéance et douleur. C'est pourquoi nous devons tous être acquis à l'alliance la plus large possible et la plus forte possible pour s'attaquer aux défis actuels de notre pays. Et c'est pourquoi je formule les propositions suivantes, susceptibles d'amélioration et d'amendement, et dont j'espère qu'elles emporteront votre adhésion. 1. Sécurité des institutions de la transition. Je voudrais réaffirmer ici la position qui a toujours été la mienne. Je fais entièrement confiance aux services de sécurité maliens, voire à l'armée malienne, pour assurer la sécurité du président de la République et celle des institutions de la République. Les dispositions déjà prises ou envisagées pourront bien entendu être affinées et améliorées
en fonction des moyens et équipements que nous pourrons réaliser. 2. Pour les organes de la transition, dans le but de compléter l'architecture institutionnelle, de mieux l'adapter aux réalités sociopolitiques, aux missions de la transition, dans l'esprit de l'article 6 de l'accord cadre, je propose Grand A, un haut conseil d'État, HCE, constitué du président de la République et de 2 vice-présidents chargés d'assister le président dans l'accomplissement des missions de la transition. L'un des vice-présidents représentera les forces de défense et de sécurité et à ce titre, il présidera notamment le comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité et s'occupera de toutes les questions militaires concernant le nord du Mali. L'autre vice-président représentera les autres composantes des forces vives de la nation. Grand B, un gouvernement d'union nationale où seront représentées toutes les composantes des forces vives. Les consultations conduisant à la formation de ce gouvernement seront menées par le président de la République lui-même. Grand C, un Conseil national de transition, CNT, ayant une compétence consultative et regroupant les représentants des partis politiques présents ou non à l'Assemblée nationale et des représentants de la société civile. Il sera piloté par le vice-président représentant les forces vives de la nation. Grand D, une commission nationale aux négociations, conforme aux souhaits des chefs d'État de la CEDEAO, formulés au point 18 du communiqué final de la 2e réunion du groupe de contact sur le Mali. Cette commission sera chargée d'engager avec les mouvements armés du nord du Mali des pourparlers de paix en relation avec le médiateur de la CEDEAO afin de rechercher par le dialogue des solutions politiques négociées à la crise. Une requête, bien entendu, sera formulée en direction de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies, en fonction des conclusions de la mission qui a séjourné dernièrement à Bamako. Les vice-présidents seront nommés et le Conseil national de la transition sera mis en place dans les meilleurs délais et en tout cas dans la quinzaine qui suivra la mise en place du gouvernement d'union nationale. Par ailleurs, il reste entendu que ni le président, ni le Premier ministre, ni les ministres du gouvernement ne pourront se présenter à la prochaine élection présidentielle. Mes chers compatriotes, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la politique politicienne, un temps pour les ambitions personnelles, un temps pour les intérêts individuels et corporatistes, un temps pour les querelles partisanes. Mais aujourd'hui, c'est le temps de la mobilisation de tous et de toutes pour sauver notre pays en danger. C'est le temps du dépassement de soi, de l'oubli de soi. Il s'agit aujourd'hui d'observer une trêve dans ces guerres improbables. Il s'agit de faire du Mali notre seule priorité. Il s'agit de ne plus perdre de temps dans les polémiques stériles. Nous sommes engagés dans une course contre la montre et chaque seconde qui passe complique davantage les solutions requises. Il s'agit de se focaliser sur l'essentiel, c'est-à-dire notre intégrité territoriale et notre démocratie. Nous devons impérativement nous mettre d'accord entre enfants d'un même pays et faire montre de responsabilité en même temps que d'une volonté et d'une détermination sans faille. C'est que notre attachement à notre pays, à notre intégrité territoriale, à l'unité de notre nation, nous commande aujourd'hui. C'est que les populations du Nord, nos compatriotes qui souffrent le martyre, c'est que nos centaines de milliers de déplacés et de réfugiés nous commandent aujourd'hui, c'est d'être unis et solidaires devant l'adversité. C'est de créer autour de notre armée
un climat de confiance et une union sacrée, pour arriver à la réconcilier avec elle-même, à la reconstruire, à l'équiper, à la mettre dans toutes les conditions pour qu'elle puisse mener à bien sa mission de libération des territoires occupés. Alors, unissons-nous pour sauver notre patrie. Unissons-nous pour préserver notre démocratie. C'est l'appel vibrant que je vous lance, Maliennes et Maliens du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest. Mes chers compatriotes, il n'y a aucune raison de désespérer. Nous sommes un peuple digne, un peuple courageux. Tous ensemble, nous relèverons tous les défis auxquels nous sommes confrontés. Nous pouvons le faire et nous le ferons avec la grâce d'Allah. Et si vous nous faites confiance, nous étonnerons plus d'un par la rapidité avec laquelle cette crise sera surmontée. Je vous en donne l'assurance, dans très peu de temps, le Mali sera débarrassé de l'irrédentisme, du narcotrafic et du terrorisme religieux, de toutes les formes d'insécurité qui mettent en danger la paix des citoyens. Notre pays reviendra à lui-même. Il redeviendra lui-même un pays d'accueil pour tout le monde, un pays de tolérance pour les religions, un pays qui ne sera plus une menace pour ses voisins, un pays qui élira bientôt son futur président à l'issue d'élections irréprochables. Tous, nous devons en faire le serment ici et maintenant, car une telle mission n'est pas au-dessus des moyens du grand peuple que nous sommes et pour le Mali. Je le répète, je ne le répéterai jamais assez. J'accepterai pour ma part tous les sacrifices. Merci pour votre confiance. Merci pour votre sollicitude. Merci pour votre patience. Vive le Mali éternel, uni et indivisible. Que le Tout-Puissant nous inspire et qu'il protège et bénisse le Mali. À ton appel, Mali, pour ta prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous unis. Un but, une foi, pour une Afrique unie. Si l'ennemi découvre son front, au-delà ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau sera liberté pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat sera l'unité. Oh Mali d'aujourd'hui, oh Mali de demain. Les champs fleuris d'espérance, les cœurs libres de confiance. Voilà, c'était là l'adresse à la nation du président de la République par intérim, Dioncounda Traoré, qui a surtout mis l'accent sur l'unification du pays et qui envisage des réformes institutionnelles visant à régler définitivement la crise politico-sécuritaire actuelle. Et restons avec le président de la République par intérim. Il a reçu cet après-midi l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Mali. Le diplomate était venu échanger avec le président sur la tenue à la Mecque d'une conférence islamique. Une conférence islamique à laquelle le président de la République par intérim a été invité par le roi Abdallah Ben Aziz. Écoutons l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Mali. L'audience avait trait à l'invitation qui a été adressée à son Excellence le professeur Dioncounda Traoré, président par intérim du Mali, par le serviteur des deux saintes mosquées, le roi Abdallah Ben Abdelaziz, pour participer au sommet de la conférence islamique qui doit se tenir à la Mecque du 26 au 27 du mois de Carême. Mon pays souhaite tout le bonheur pour le Mali
le retour de la paix et de la stabilité également. Voilà des propos recueillis par Brahma Traoré. Meeting d'information de la convergence pour sauver le Mali, CSM. C'était ce matin au Palais de la Culture Amadou en Patéba. Pour les responsables de la CSM, l'heure est à l'union sacrée pour une sortie de crise. Mohamed Diarra nous en dit plus. Démonstration de force de la convergence pour sauver le Mali. La salle Bazmanaba du Palais de la Culture choisie à cet effet est très symbolique. Elle porte le nom de celui qui a chanté pour l'unité du Mali. Ce meeting a réuni des acteurs politiques, de la société civile et des milliers de militants de la convergence. Au centre de discussion, la situation actuelle du pays. À la CSM, on estime que le bateau Mali tanque, mais pas question de le laisser chavirer. Aujourd'hui, nous avons trébuché. Nous sommes tombés. Nous ne devons pas accepter de rester par terre. Nous ne devons pas accepter d'être piétinés. Nous devons savoir nous relever. Nous relever dans le cadre d'un Mali uni. La CSM se veut centriste. Elle se propose d'être le régulateur des tensions sociopolitiques au Mali. Elle dit oui à l'élargissement du gouvernement actuel. Nous ne réussirons rien pendant cette transition en dehors de la stabilité. Cela s'appelle à la CSM aller vers une transition neutre. La transition doit rester neutre et équilibrée et bénéficier du soutien de tous. À cela, nous invitons tous les patriotes, car le Mali aujourd'hui a besoin de tous ses fils. Les différents regroupements politiques et autres associations présents comme le Front pour le Mali et la République, IBK Mali 2012, la Communauté arabe du Mali, la COPAM, soutiennent la position de la CSM. Aujourd'hui, l'ère n'est plus à la division, mais plutôt à l'union sacrée, estime-t-il. La convergence pour sauver le Mali est un regroupement de 33 partis politiques et de plus d'une centaine d'associations. En 5e région, le ministère de la Communication, de la Poste et des Nouvelles Technologies vient de remettre 2 téléviseurs écran plat aux déplacés des régions du nord du Mali installés à Mopti. Et c'est des mains du directeur général de l'ERTM que les autorités régionales ont reçu ce don. Le directeur général de l'ERTM a, au nom de son ministre, réaffirmé l'engagement du gouvernement à accompagner les déplacés du nord du Mali dans les épreuves qu'ils traversent. Un mot de l'actualité sur le continent. Le ministre français des Affaires étrangères vient de boucler sa visite en Afrique par le Tchad. Laurent Fabius et le président tchadien ont surtout abordé lors de leurs échanges la crise malienne. Mais d'abord, suivons ce déplacement du ministre français délégué de la francophonie. Madame Benguigui est en République démocratique du Congo où il a été question de délocalisation du sommet France-Afrique. À Kinshasa, la ministre française déléguée à la francophonie a rencontré samedi le président congolais. Selon Yamina Benguigui, la France et son président François Hollande veulent dialoguer avec les Congolais avant de se prononcer sur la délocalisation du sommet de la francophonie prévu à Kinshasa mi-octobre. Ce sommet de la francophonie ne sera pas un tribunal. Il est important pour nous que ce sommet de la francophonie se tienne ici, en RDC, en Afrique, comme le veut aussi le président Diouf. Plusieurs partis et associations de l'opposition congolaise réclament la délocalisation du sommet afin de protester contre les conditions de la réélection de Joseph Kabila l'année dernière. Une visite nocturne au président tchadien, c'est ainsi que le ministre français des Affaires étrangères a terminé samedi soir sa tournée dans 4 pays africains. Au menu des discussions, le Mali encore, le Tchad est sollicité car c'est l'un des rares pays à disposer de capacités militaires susceptibles d'être efficaces contre les islamistes qui tiennent le Nord Mali. Autant on sollicite le Tchad, autant toute la communauté internationale, y compris l'OTAN, sont sollicités pour résoudre la question du Mali, qui risque d'être, en fait, disons, une bombe dans tout le Sahel. Une force internationale avec l'appui aérien de l'OTAN, telles sont les conditions posées par le Tchad avant de s'engager au Mali. Une nouvelle
nouvelle épidémie d'Ebola a fait 14 morts en Ouganda. 6 autres cas sont confirmés. Information donnée par le ministère ougandais de la Santé. Très contagieuse et souvent mortelle, la fièvre hémorragique est apparue dans l'ouest du pays. Retour à Bamako pour parler de la détérioration du Djafaranako, cette source d'eau qui prend naissance sur les roches derrière Kati est l'un des collecteurs naturels de la capitale. Long de 7 km, il a été aménagé à plus de 4 milliards de francs CFA. Cependant, l'ouvrage qui a été inauguré en septembre 2010 se dégrade. Puis encore, il sert actuellement de dépotoir et de déversoir aux populations riveraines. Il faut noter que le Djafaranako traverse 11 quartiers de la capitale. Mariam Sagara et Adama Kamara ont remonté pour vous le cours d'eau pour nous en parler. Il n'a plus la confiance des tout-petits, ce marigot qui a fait tant la fierté des riverains de ces quartiers. Ce cours d'eau n'est plus fiable. Ce grand collecteur naturel a perdu sa notoriété d'antan. Il offrait son service aux 11 quartiers qui le longent jusqu'au fleuve. Djafarana, c'est la partie de la rivière qui est derrière l'ABC. Cette rivière-là, on peut dire que c'est le Farako. Farako qui vient depuis derrière Kati, qui traverse Kati, qui traverse Sirakoro Doufi, Samé. C'est une rivière qui a servi toute la population depuis à côté du Lido jusqu'à la sortie du quartier. Il est aujourd'hui un dépotoir d'ordures, déversoir d'eau usée et souillée des toilettes avoisinantes. L'État malien, pour changer le visage du grand collecteur et pour l'embellissement de la ville de Bamako, a effectué de grands travaux évalués à plus de 4 milliards de francs CFA. Les travaux, le but même, c'est dans l'ordre d'assainir un certain nombre de quartiers. On a fait le lancement le 20 juin 2006 et les travaux étaient échelonnés en 3 tranches. Des études, le contrôle, le dédommagement, plus les frais, le montant des travaux, on est parti à 4 milliards 61 millions 329 670 francs. Sur presque 7 km, l'État a réalisé des ouvrages d'art et des voies d'accès. En plus de ces ouvrages, des mini-égouts et éclairages publics ont changé le visage de la source intarissable. Tous ceux qui avaient des arbres, que ce soit des banquiers, des goyaviers ou autre chose, au bord de la rivière et qui ont été dépossédés de leurs arbres, ont été remboursés. Donc, depuis là-bas, la population a bénéficié de quelque chose. Pendant 4 ans, les berges ont été aménagées et ont reçu toute l'attention des décideurs pour une réhabilitation afin qu'il puisse retrouver son lustre d'antan. Après l'inauguration, le département devait procéder à la remise officielle de cet ouvrage-là aux autorités, principalement le gouverneur du district. Après la remise officielle au gouverneur du district, le gouverneur aussi devait remettre l'ouvrage aux 2 communes concernées. Il s'agit de la commune 3 du district et la commune 4 du district. Si on procédait à la remise officielle, c'est les autorités, les collectivités qui devaient s'occuper de la gestion pour veiller à l'ouvrage. Ce lifting en profondeur souffre et est menacé d'envahissement par les mauvaises herbes et des immondices. Voilà le grand format de ce journal signé Mariam Sagara. Fait hier à l'espace Donko Seko à Mayambougou d'un atelier de formation professionnelle et de perfectionnement des jeunes danseurs. Une formation qui avait pour objectif le perfectionnement de jeunes danseurs ainsi que le développement de la danse au Mali. La formation qui a commencé en janvier dernier à Ségou a concerné plus d'une 40aine de jeunes danseurs chorégraphes. L'initiative de l'association culturelle Donko Seko. Modibo Soirée, reportage.
Véritable espace de professionnalisation, de création et de recherche chorégraphique, danse et résistance offre aux jeunes danseurs une formation adéquate qui répond à leurs attentes. Ce programme a regroupé des danseurs venus de Mopti, de la compagnie Corée de Ségou, des stagiaires du conservatoire multimédia Balafaseke Kouyaté et bien sûr des danseurs chorégraphes de Donko Seko. À travers cet atelier, les organisateurs entendent jouer le rôle de la danse contemporaine dans un pays fragilisé par une crise sociopolitique depuis quelques mois. L'appellation danse et résistance est arrivée un petit peu plus tard pendant la formation, c'est-à-dire au mois de mars quand on a eu ce coup d'État. Tout à coup, la formation a pris une allure un peu de résistante. Ça a été une forme de revendication, c'est-à-dire pas avec les mots, mais avec le corps, avec le mouvement, avec les gestes, la gestuelle. Plus d'une quarantaine de stagiaires étaient encadrés par un panel de professionnels de danse contemporaine venus de la France, de Haïti, de l'Allemagne, de l'Afrique du Sud et du Mali. La formation était basée sur la recherche individuelle du danseur face à sa propre perception et interprétation. Je leur ai enseigné d'abord un cours technique sur le mouvement. J'ai fait beaucoup de choses de sol, beaucoup de choses très physiques. J'en ai profité d'avoir beaucoup de garçons pour aller plus loin dans la physicalité. Et en ce qui concerne l'atelier création, nous avons beaucoup travaillé sur du matériel que les danseurs ont créé eux-mêmes. Et j'étais plus comme un espèce de coach qui les guidait dans leur interprétation et sur les choses qu'ils voulaient dire. Le rôle de cet atelier était donc de guider les jeunes danseurs dans leurs choix chorégraphiques. Ils ont également appris la technique des codes et méthodes des arts scéniques. Ils nous ont amenés à partir d'un simple mouvement pour créer notre propre mouvement et faire un spectacle avec. Au sortir de cette résidence artistique, les danseurs ont acquis une certaine expérience, notamment sur les fondamentaux des danses africaines pour aller vers une technique contemporaine. Bref, ce fut aussi un cadre de transmission des outils leur permettant à partir de la danse traditionnelle de tendre vers une recherche plus personnelle ainsi que la construction de phrases chorégraphiques. Nouveau spectacle. Et restons dans la même mouvance, direction la France, très exactement en Midi-Pyrénées, où le 50e anniversaire de l'indépendance de la Jamaïque a été célébré. En son et lumière, le son du reggae, bien sûr, avec de grosses pointures comme Alpha Blondy, le reggaeman a prêché la réconciliation, la solidarité et le travail. Au festival de reggae Garance, situé à Bagnols-sur-Cèze dans le Gard, on célébrait cette année le cinquantenaire de l'indépendance de la Jamaïque, sans pour autant oublier le reggae africain. Et c'est à Alpha Blondy que revient l'honneur pour cette édition de représenter le continent, l'occasion aussi de poser un regard sur 30 ans de carrière. Je suis un tisserand de rêves, je suis quelqu'un qui est foncièrement contre la guerre, et pour un enfant qui sort de quartiers très précaires, pour ne pas dire pauvres, okay? Je pense que je suis un modèle qui donne beaucoup d'espoir aux jeunes. Comme dans cette chanson emblématique Jérusalem, sortie en 1986, Alpha Blondy plaide pour la réconciliation et l'initiative. Un idéal qui se veut aussi un appel aux jeunes de son pays, la Côte d'Ivoire. Soyez solidaires et soyez travailleurs. N'attendez pas que l'État fasse quelque chose. Faites quelque chose vous-même déjà. Et maintenant, mettez votre foi en Dieu. Dieu fera le reste. Le reggae ivoirien n'a pas dit son dernier mot. Samedi, sur la grande scène d'Africa Jarque, dans la région Midi-Pyrénées, le vieux lion chantait avec Tikenja Fakoli pour un hommage au psychiatre martiniquais des indépendances, Frantz Fanon. Et du sport, dans ce journal football, il y a quelques heures de cela, le Djoliba AC a obtenu son ticket pour les demi-finales de la Coupe du Mali en battant 3-2 l'AS Real. C'était au stade Omnisport Modibo Keïta. Le résumé de la partie avec Amara Malé Diallo. Le Djoliba AC s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Mali à l'issue des matchs très ouverts face au Real.
Les Scorpions en jaune et noir, complètement transfigurés, donnent du fil à retordre à la défense du Djoliba AC et ouvrent logiquement le score à la 7e minute par Mohamed Kondé sur un mauvais renvoi de Cheikh Abdul Kadrissi. L'équipe du coach Mamtoukane Mourlé gère la partie jusqu'à l'égalisation du latéral guinéen du Djoliba AC sur Ibrahim Bangoura à la 37e minute. Le Djoliba AC reprend les choses en main en seconde période avec un deuxième but inscrit par la Sinjara mis sur orbite par le jeune Seydou Diallo. À la 68e minute, Amadou Dambélé Raoul, entré en cours de jeu, met les pendules à l'heure à 2 buts partout dans une défense attentiste du Djoliba AC. Mais 2 minutes seulement après, le défenseur central Salif Koulibaly, comme pour se racheter, monte sur le corner de Issa Traoré et reprend victorieusement de la tête pour inscrire le 3e but du Djoliba qui obtient ainsi son ticket pour les demi-finales. Notez aussi ces résultats. Le club olympique de Bamako s'est qualifié en s'imposant 4 tirs au but à 3 devant l'AS Bakaridjan. À l'issue du temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité, 1 but partout. L'US Bogouni jouera également les demi-finales après sa victoire 1-0 face au Niana. Qualification également pour les 11 créateurs de Nyarila qui ont battu le Mamaïra de Kati 3 buts à 1. Et je vous en parlais hier soir de l'éliminatoire de la CAN des moins de 20 ans. Malheureusement, le Rwanda a battu le Mali par le score de 2 buts à 1. Le match retour est prévu dans 2 semaines à Bamako où les Aiglons comptent bien prendre leur revanche. Football toujours, championnat national Ligue 1. La 27e journée a permis au stade malien de Bamako de conforter sa 2e place après sa large victoire 5-0 sur le Sigui de Caille, très mélancé de relégation. Dans la bataille pour la 3e place, c'est synonyme de qualification pour la Coupe CAF. Le CDS Dougounouvla a perdu des points. Il a été battu 2-1 par l'ASB. Le résumé de ces 2 matchs, c'est avec Siragatou Sissé. En débarquant à Bamako avec sa lourde artillerie pour défendre la 3e place, sérieusement convoité par la Jadar 43 points et l'AS Bakaridjan de Barawili 42 points, le 7 Dougoulofila 47 points de l'entraîneur Cheikh Oumar Koné mesure la portée de cette opposition face à l'ASB. Les visiteurs par Lassine Soumaré à la 36e minute regagnent les vestiaires avec l'avantage au score, 1 but à 0. L'ASB se métamorphose en seconde période. Sur l'engagement, Moussa Kamara, entré en jeu quelques secondes auparavant, égalise 1-1. Le capitaine de l'ASB, Daouda Kamara, quitte ses partenaires pour cumul de jeunes à la 52e minute. Les Bamakois s'organisent et distribuent les cartes. 63e minute, Drissa Balo, sur un centre précis, trouve la tête victorieuse d'Amara Mali. 2-1, score final. La lutte pour la 3e place est plus que jamais d'actualité. On enchaîne avec le match Stade malien de Bamako Sigui de Caille. Ayant laissé filer le titre de champion Djoliba AC, le Stade malien de Bamako, solide 2e, joue pour faire le plein de confiance face au Sigui de Caille, lui sur une pente glissante. Ça va très vite. Dès la 6e minute, Ousmana Sissé, esselé sur le côté, déclenche une frappe terrible du pied gauche pour l'ouverture du score. Et rebelote, Ousmana Sissé à la 32e minute envoie un tir foudroyant à 25 mètres pour le 2-0. Le Sigui est noyé. 45e minute, Lamine Diawara augmente le mercure à 3-0. Score à la mi-temps. Émoussés physiquement et mentalement, les Caïsiens passent une soirée cauchemardesque. Oumar Kida 50 minutes et Ousmana Sissé dans le temps additionnel inscrivent respectivement les 4e et 5e buts du stade malien. Coïncidence, c'est le même tarif qu'à l'aller en février dernier à Caille. Le Sigui est proche de la 2e division. Le goléador Ousmana Sissé s'installe seul au sommet du classement de buteurs avec 18 réalisations, soit 3 longueurs de plus que Boubacar Bangoura du Djoliba AC et Lassana Diarra de l'Assom. En attendant le choc de ce samedi à la faveur de la phase de poule Coupe CAF première journée contre le Djoliba AC, tout roule au super pour le stade malien de Bamako. Tout de suite, la météo avec Abdoulaye Keïta. Avant de nous quitter, je vous rappelle la principale information de ce journal. C'est l'adresse à la nation du président de la République par intérim, Djonkouda Traoré, qui a mis l'accent sur l'unification du pays et qui envisage des réformes institutionnelles visant à régler définitivement la crise politico-sécuritaire actuelle. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Demain, 10h, 13h, vous serez avec Sira Bachili à 20h pour la grande édition. Retrouvez Aïssata Ibrahim Maïga. Grand merci à nos téléspectateurs du Burkina Faso, mais aussi à nos compatriotes du nord du Mali vivant sous occupation. Nous sommes de cœur et d'action avec vous. On ne vous oublie pas. Bonsoir à tous.